Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de... Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent en audio, vous avez rien compris, c'était seulement un bruit de fond, eh bien, je viens de présenter l'intro d'Invincible, l'adaptation en série d'animation du comique du même nom de Robert Kirkman, qui est également aussi le papa de Walking Dead. Plus précisément, en fait, je viens vous parler du jeu de rôle d'Invincible, présentement en financement participatif sur Kickstarter et publié par la Free League Publishing, un jeu de rôle qui parle de super-héros. Mais avant de vraiment me pencher sur le jeu d'Invincible, j'aimerais revenir un peu sur mon expérience personnelle dans le monde du jeu de rôle super-héroïque, vraiment faire une petite plongée dans mon passé, alors que je me rends compte que c'est vraiment pas un sujet que j'ai abordé souvent sur la chaîne, le concept des super-héros. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très près de mon cœur, en fait. J'ai grandi avec les super-héros, j'ai grandi avec les bandes dessinées en noir et blanc de Marvel Comics que mon père avait lui-même acheté lorsqu'il était jeune, que ce soit les Fantastic Four, Spider-Man, X-Men, même les bandes dessinées de Conan aussi, j'aimais beaucoup ça. Et même en vieillissant, avec le début des années 2000 et les films de super-héros avec tout en cuir comme les X-Men ou même encore les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire au début des années 2000, ça l'a vraiment forgé une partie de mon enfance et ça l'a vraiment été très important pour moi dans ma créativité, dans mon besoin de créer, dans mon besoin de me plonger dans des univers fictifs, d'imaginer des aventures de personnages plus grands que nature qui volent dans les airs ou qui se battent dans des ruelles malfamées. Mais c'est ça, je me rends compte que c'est vraiment pas un sujet que j'ai souvent mis de l'avant dans le jeu de rôle. Et j'ai voulu un peu me réfléchir sur le pourquoi, en fait, de la chose, alors qu'il y a eu l'annonce, justement, du jeu de rôle de Invincible et que ça m'a titillé mon intérêt. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est parce que j'ai jamais vraiment trouvé le jeu qui allait vraiment me convenir dans ce juste milieu de règles. Alors que souvent, c'est des jeux qui sont très complexes, vraiment une usine à gaz, une usine à chiffres et à calcul, ou au contraire, au complet à l'opposé, c'est des jeux qui sont très narratifs, même un peu trop narratifs, avec des mécaniques qui sont trop simples et qui manquent, à mon avis, à mon humble avis, un petit côté plus technique, stratégie, en quelque sorte. Et pourtant, il y en a quelques-uns qui m'ont quand même bien plu. Tu sais, je peux mentionner, par exemple, Fallen Justice, qui est un jeu de rôle en impression sur demande, sur Drive-Thru RPG, qui reprend les mécaniques de BX, donc les premières versions de Donjon Dragon, mais vraiment une sauce plus vigilant. Donc, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas les X-Men, vous êtes des personnes qui sont un peu plus proches de l'humain moyen, mais qui ont du savoir-faire et certaines capacités peut-être un peu au-delà de ce que l'humain moyen peut faire, et qui tentent, comme ils peuvent, on dirait, faire régner la loi et l'ordre dans les ruelles malfamées. Donc, on est vraiment plus terre à terre, à la Punisher, Daredevil et tout ce que ça implique. Et donc, à ce niveau-là, je trouvais que c'était quand même bien plaisant, mais c'était pas du grand super-héros grandiloquent comme je peux l'imaginer. Et sinon, bien, j'ai aussi beaucoup aimé, en fait, un de mes jeux de rôle préférés, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans quelques vidéos, c'est La Brigade Chimérique, qui est un jeu de rôle français qui a été publié à l'époque par les éditions Sans Détour et qui, en fait, se déroulait dans un monde uchronique lui-même adapté d'une bande dessinée à la base. Un univers uchronique qui avait comme prémisse un certain chamboulement lors de la Première Guerre mondiale, la découverte d'un nouvel élément, le radium, qui qui permet en fait, dans le contexte de l'histoire, à certains individus d'avoir des pouvoirs surnaturels et au-delà de l'imaginaire, là. Et il y avait un petit contexte vraiment historique, uchronique que je trouvais vraiment plaisant dans ce jeu-là. Système D6, très fluide, très intuitif, assez facile à prendre en main. Mais il manquait un peu ce petit côté américanisé, très classique Manhattan, puis des personnages justement qui un peu plus clichés, puis un peu plus, disons, pas ridicules, mais qui vont plus un peu tourner sur certains tropes, certaines habitudes du genre super-héroïque, alors que la Brigade Chimérique demeurait quand même un style et un genre qui était très précis, très ancré dans l'univers de la Brigade Chimérique. Mais malgré tout, j'aimais beaucoup ce jeu-là, mais ça c'est pas venu un peu combler mon besoin dans le genre super-héroïque, je dirais. C'est plus un genre
enquête historique fantastique qui me plaisait beaucoup. Sinon, ben, j'ai essayé le jeu de rôle de Marvel, le plus récent qui est sorti. Je l'ai brièvement essayé. Je trouvais ça correct. Encore une fois, il y avait un petit peu trop de crunchy à mon goût. J'ai essayé Mask New Generation, qui est un PBTA. Powered by the Apocalypse 2D6. C'est très narratif, trop à mon goût. Et ça mettait beaucoup l'emphase sur l'introspection des personnages et sur l'espèce de relation personnelle, interpersonnelle entre des jeunes super-héros qui découvraient leur pouvoir, mais qui développaient aussi leurs relations. Et on dirait que ça manquait un peu de bourrin à mon goût. C'était un peu moins de ma tasse de thé. Sinon, j'avais essayé Hexagon Universe, un autre jeu de rôle français qui était en fait, trop narratif aussi à mon goût. Et on dirait que je me sens vraiment difficile, là, alors que je vous en parle. J'ai vraiment l'impression d'avoir de la difficulté à trouver le juste milieu. Cette espèce de parfait, là, cette ligne parfaite où est-ce que je vais avoir autant de crunch que de fluidité, parce qu'il faut que ça soit fluide à mon goût. Il faut que ça soit fluide pour, disons, avoir des combats enlevants, des combats qui vont pouvoir se dérouler autant dans le ciel que sur terre et qui ne va pas ralentir le rythme de la partie. Donc, c'est un juste milieu que je trouve très difficile à trouver, surtout dans un contexte où je veux pas que ça soit trop compliqué, mais un jeu de rôle de super-héros, de mon humble avis, doit avoir cette espèce de particularité où le système permet aux joueurs d'être très différents au niveau des capacités, des pouvoirs et des puissances, alors que dans un monde de super-héros, dans une équipe, il va y avoir des personnages qui vont être tellement puissants et qui peuvent faire tellement de choses, alors que d'autres personnages vont être beaucoup plus terre à terre et plus banals en quelque sorte. Donc, il faut comme un peu trouver cette espèce de système qui va permettre ça, alors que beaucoup de jeux vont quand même avoir une certaine uniformité dans, disons, la force et les capacités des personnages. Donc, c'est ça, un gros challenge. Et quand j'ai vu que il y allait avoir justement un jeu d'Invincible qui était publié chez la Free League et qui allait fonctionner qui allait carburer avec le Year Zero Engine, qui est un système de jeu que j'apprécie beaucoup, qu'on a vu entre autres dans Alien, Blade Runner, Mutant Year Zero, Tales from the Loop, un peu moins, il est un peu moins ma tasse de thé dans Tales from the Loop, mais en général, c'est un système de jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui s'éloigne beaucoup de mes amours de l'OSR, qui est un système de jeu D6, mais je vais en reparler tout à l'heure, et j'avais hâte de voir comment est-ce qu'il allait être adapté dans le monde, en fait, dans l'univers d'Invincible, et c'est là où j'en suis, présentement. Alors, le jeu d'Invincible, on n'a pas accès au livre complet, on a accès au kit d'initiation. Et c'est de ça, en fait, que je vais vous parler aujourd'hui. Mais vraiment, avant de débuter, on va vraiment y aller avec une petite introduction à l'univers d'Invincible là, pour se donner un peu, si vous ne connaissez pas du tout on va dire le monde qui est proposé. L'univers d'Invincible rassemble tout ce qu'on adore dans les histoires de super-héros, que ce soit des costumes, des capes, des combats épiques au-dessus des villes, des équipes de super-héros, des invasions extraterrestres, des répliques un peu salaces, des dimensions parallèles et plus encore. Mais il faut quand même garder en tête que dans ce contexte-ci, les éléments familiers sont souvent détournés de façon inattendue, dans le sens que il y a des clichés, ces clichés-là peuvent exister, mais ils peuvent aussi être complètement renversés. Dans le sens qu'un personnage va être... un anti-héros peut finalement être un vilain très tourmenté, ou justement ce personnage que vous croyez être quelqu'un de très mal intentionné va finalement être quelqu'un de mal orienté dans ses actions. Il y a vraiment beaucoup de subtilité, malgré le fait que ça demeure un univers de super-héros, avec tout ce que ça implique, les personnages dans les costumes et tout ça, mais il y a des subtilités à aller chercher, et c'est selon moi en fait une belle façon de réinventer le genre, alors que à mes yeux, Invincible, c'est vraiment le genre super-héros du 21e siècle qui vient avec toute cette complexité-là, autant dans ses personnages que dans ses thèmes et, on va dire, dans sa manière de raconter une histoire. Et la prémisse, en fait, d'Invincible est la suivante. On suit, en fait, Mark Grayson, qui est un étudiant, un lycéen, tout ce qui est plus normal. À un détail près, c'est que son père, Nolan, c'est Omni-Man. C'est genre le super-héros le plus puissant de la planète. Là. C'est l'homme avec une grosse moustache, là, qui est vraiment complètement... il peut absolument tout casser sans problème. Et quand Mark, en fait, découvre à son tour qu'il a des pouvoirs, eh bien, il enfile le costume d'un super-héros, de son alter ego, qui se nomme Invincible. C'est un rêve de gosse qui devient une certaine forme de réalité, le rêve de tout petit garçon, rêve que moi-même j'avais lorsque j'étais jeune, jusqu'à ce qu'en fait, ils comprennent que, la vie de super-héros, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut se l'imaginer, que c'est vraiment différent de ce qu'on peut lire dans les comics. Et en fait, tout on va dire, le contexte de l'univers, ou plutôt le contexte
du setting de Invincible chamboule à partir du moment où Nolan, son père, lui révèle en fait que c'est une espèce extraterrestre qui se nomme les Viltrumites. Et il avoue aussi également avoir massacré la plus grande équipe de super-héros du monde. Je pense que c'est les Défenseurs du Globe ou quelque chose comme ça. Et en fait, il les a tous tués parce que l'objectif des Viltrumites, de son espèce, c'est de justement décimer, on va dire, les défenses, en quelque sorte, d'une planète avant de finalement l'envahir. Et c'est ce que les Viltrumites ont fait durant les plusieurs dernières décennies dans plein de galaxies, sur plein d'autres planètes, et c'est ce qu'il compte faire éventuellement sur Terre, et il l'avoue ainsi à son fils, alors qu'on croyait justement Omni-Man comme étant un protagoniste dans l'histoire, mais finalement il se révèle comme étant un antagoniste, du moins dans la saison 1. Ça reste à voir pour la suite des choses. Il y a quand même 144 comics à cette bande dessinée-là, et ça fait quand même du stock. Et suite à ça, bien s'ensuit un combat entre son père et Mark, à sens unique, parce que oui, Omni-Man, on va dire, en bon québécois, il le décalisse, vraiment. Il le défait Mark, il le brise mentalement comme physiquement, et vers la fin, en fait, en quelque sorte, de la saison 1, parce que là, je suis en train de vous spoiler complètement l'histoire de Invincible, je m'excuse au moins, là, je m'excuse pour ça, mais vous allez comprendre que c'est important dans le contexte de jeu. Omni-Man quitte alors la Terre, laissant ainsi son fils seul aux conséquences de ses actes. Et en fait, dans la chronologie d'Invincible, c'est à ce moment-là précis que le jeu débute. Omni-Man a quitté la Terre, Invincible, il est cassé physiquement, mentalement, et les plus grands héros, en fait, sont morts. Ils doivent alors être remplacés par les personnages des joueuses et des joueurs. C'est vraiment ça, le contexte de base, en quelque sorte, d'Invincible, parce que comme tout bon univers de super-héros, eh bien, la chronologie peut vraiment proposer une ambiance différente selon le moment où vous jouez dans l'histoire d'un monde connu, mais d'Invincible, c'est ça la base. Et pour ce qui est du jeu de rôle, eh bien, c'est conçu par Adam Bradford ainsi que Monsieur Thomas Arenstam, il me semble. Adam Bradford, c'est le fondateur de D&D Beyond et le producteur sur plusieurs titres pour Donjons Dragons, Cortex Prime, ainsi que Marvel. Et Monsieur Arenstam, c'est cofondateur de la Free League, qui est concepteur principal des jeux tels que Alien, Blade Runner, Mutant Year Zero et Dragonbane. Bien entendu, Invincible est basé sur le comic book de Robert Kirkman et illustré par Cory Walker et Ryan Oatley. L'essentiel en fait des illustrations dans le jeu vont être tirées de la célèbre série de comics par Cory Walker et Ryan Oatley pour les dessins. Mais ce qui est un détail vraiment intéressant, c'est que la direction artistique et le design graphique sont signés Joanne Noor dans le jeu de rôle. Joanne Noor, si vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, c'est le papa de Morborg. C'est lui qui a conçu Morborg à la base et qui a fait la mise en page et le design graphique de Morborg. C'est assez claquant, je dirais. Mais je vous avoue que pour l'instant, ça n'a pas transcendé mon impression. J'ai pas eu l'impression de voir tant que ça la touche de M. Noor dans le kit d'initiation de Invincible. Ça reste à voir pour le livre complet, mais du moins pour l'instant, c'est pas quelque chose qui pour moi est tant marquant. Il va y avoir également des illustrations supplémentaires qui vont être réalisées dans l'ouvrage, entre autres par Todd Nock, qui a travaillé sur Guardian of the Globe, Matt Hens, qui a travaillé sur Mutant Year Zero, qui a fait beaucoup d'illustrations pour Mutant Year Zero, et même Brian Patterson, qui a fait des illustrations pour Marvel Multiverse RPG. Fait qu'on dirait que même les personnes qui travaillent dans le monde du jeu de rôle dans le genre super-héroïque vont sauter d'un projet à un autre. Et en fait, comment se déroule une partie d'Invincible, si on va vraiment dans le cœur du sujet, je vais pas passer au complet le kit d'initiation, je vais vraiment garder un certain focus sur les éléments qui ont plus attiré mon intérêt, là, qui ont un peu aussi détonné sur ce que je connaissais déjà de base du Year Zero Engine. En fait, le jeu de rôle de Invincible se déroule en scènes. Ce sont des scènes, comme on peut se l'imaginer dans certains jeux. Il existe 3 types de scènes dans le jeu que vous pouvez mettre en action, que ce soit des briefings, des scènes d'action ou des scènes sociales. Ça donne l'information aux héros sur où aller et quoi faire. Une aventure va souvent commencer avec un briefing, mais ça peut aussi avoir lieu en cours de partie. Les scènes d'action, c'est centré sur l'action et le combat. Ça va généralement impliquer l'ensemble de l'équipe, mais pas toujours. Et ça va souvent se dérouler sur une carte de combat. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et finalement, les scènes sociales, ça va concerner
Ça va surtout être des scènes en fait de jeux de rôle, d'interaction sociale. Ça va être impliquer plusieurs héros qui vont devoir échanger entre eux avec des personnages non joueurs. T'sais, une scène sociale va permettre en quelque sorte aussi au personnage de récupérer sa santé ainsi que la détermination. Détermination qu'on pourrait, en anglais, ils vont dire du resolve. C'est un peu l'espèce de le stress, ou du moins la volonté du personnage, parce que oui, il y a comme 2 jauges de santé dans le jeu, une jauge pour la santé physique, une jauge pour la santé mentale, et les scènes sociales permettent de se reposer, de prendre du bon temps, d'échanger, de parler de l'aventure qu'on vient de vivre, avant de finalement se lancer possiblement dans un autre briefing qui va nous envoyer sur une autre mission de combat et de baston, parce que ça reste un jeu de rôle de super-héros. C'est ça qu'on fait dans un jeu de rôle de super-héros, du moins ce que je cherche dans un jeu de rôle de super-héros, c'est-à-dire claquer des gueules. Et claquer des gueules, pour ça, bien, ça doit quand même être bien cadré au niveau du combat. Votre héros possède 6 attributs qui indiquent ses capacités. 3 physiques, le combat, la force, la dex, parce que oui, le combat, c'est considéré comme un attribut physique. Vous pouvez être très bon en combat, mais pas tant avoir de force, ou le contraire. Et 3 attributs mentaux, la raison, l'intuition et la présence. Chaque attribut est évalué sur une échelle de 1 à 12. À titre d'exemple, les civils ordinaires non entraînés ont généralement un niveau d'attribut de 2, mais les super-héros vont afficher en général des scores beaucoup plus élevés. Et là, ça vient aussi un peu répondre à mon questionnement sur comment bien différencier les capacités des personnages et comment adapter un système de jeu au genre super-héroïque. Et au final, c'est comme ça qu'ils l'ont réglé. Ils ont juste dit plus de dés, parce que dans le Year Zero Engine, vous allez lancer un nombre de dés pour définir votre réussite ou votre échec. Mais ça, je vais en revenir dans quelques secondes. Avant ça, c'est également aussi pertinent de mentionner qu'un personnage va posséder de la santé, une forme de résistance mentale, comme j'ai mentionné, des talents, des pouvoirs, de l'équipement, une réputation par rapport au public, comment est-ce que le public le perçoit, et plus encore. Et là, c'est ça. Lorsque vous tentez de faire quelque chose de dangereux ou de difficile, vous allez lancer un nombre de D6 égal à la valeur de l'attribut correspondant au mieux au défi que vous souhaitez relever. Et là, ça fait ça. Pour réussir, vous devez obtenir au moins un 6, qui est représenté par un symbole, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser des dés officiels. C'est vraiment la base, en fait, du Year Zero Engine. Et là, je voulais voir un peu comment est-ce qu'il allait utiliser cette mécanique-là dans le contexte d'un jeu super-héroïque, parce que, on va se le dire, vraiment à la base, le Year Zero Engine, quand vous jouez à un jeu de rôle qui utilise cette mécanique-là, les personnages sont souvent quand même au même niveau d'égalité en termes de capacité ou de force. Oui, ils vont avoir des spécialités, ils vont avoir certaines capacités peut-être un peu plus orientées vers la force ou orientées vers la dextérité, mais ça demeure qu'on est quand même à un certain plancher assez égal. Mais là, c'est ça qu'on remarque dans le jeu d'Invincible. J'étais comme curieux de voir, ok, j'aime beaucoup le Year Zero Engine, mais comment adapter ce système-là dans un contexte de super-héros? Et au final, ils ont juste dit, ben, on va péter le plafond du nombre de dés que vous pouvez lancer, puis on va juste grimper ça le plus possible, alors que maintenant, ben, vous pouvez lancer jusqu'à 12 D6 pour une caractéristique. Donc, vous avez 12 en combat, eh bien vous lancez 12 D6. Ça fait une brouette de dés. Ça fait vraiment un paquet de dés à lancer qui vient peut-être définir si vous avez une réussite ou un échec. Je trouve que c'est une façon assez, en anglais on va dire straight to the point, assez direct pour régler le questionnement que j'avais sur comment bien créer une échelle de performance ou une échelle de capacité entre des gens qui sont très banals et des super-héros hyper puissants. Mais j'ai hâte de voir en pratique si ça peut rendre le tout un peu plus complexe parce que, en fait, lorsque vous avez un 6, souvent vous réussissez l'action que vous souhaitez entreprendre, mais si vous avez plusieurs 6, eh bien, vous pouvez créer des effets supplémentaires selon le type d'action que vous souhaitez entreprendre. Et là, ainsi, le kit d'initiation propose une pléthore d'exemples et de possibilités en lien avec ce que vous pouvez faire de plus au-delà de votre réussite de base. Mais c'est sûr que si vous lancez 12 D6, il y a des bonnes chances que vous ayez plusieurs 6 dans le lot. Et encore une fois, le jeu d'Invincible utilise une mécanique qui est très commune et très appréciée du Year Zero Engine, c'est-à-dire la mécanique de pousser sa chance. Et pousser votre chance, vous le faites lorsque vous avez échoué à un jet ou que vous souhaitez simplement obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez justement forcer le jet. Vous rassemblez tous les D6 qui montrent ni un 6, donc un symbole de réussite, ni un 1 qui est un symbole d'échec, et vous relancez le tout.
Et après cette relance, tous les décomptes, y compris ceux que vous n'avez pas relancés. Pour chaque 1 qui est représenté par un symbole d'échec, vous subissez 1 point de stress. Donc, c'est pour montrer un peu qu'il y a la possibilité de pouvoir pousser vos actions et ainsi vous brûlez mentalement. Ça vient vous gruger dans votre mental parce que vous faites votre possible pour vous surpasser, mais vous ne réussissez pas malgré tout à conserver cette tranquillité d'esprit qui peut vous habiter. Mais là, c'est un peu ça. On se dit, OK, je vais lancer 12. Admettons, j'ai vraiment le top du top. Là, j'ai 12 en force. Je vais essayer de soulever un building et de le lancer. C'est sûr et certain qu'il y a des bonnes chances que je vais avoir au moins un 6 pour réussir mon action. Mais sur 12 dés. Là. Mais si, admettons que j'en ai pas. J'ai pas de 6. Puis je peux relancer toutes mes dés. Et c'est sûr là, que je vais avoir un 6. Mais je peux aussi juste relancer toutes mes dés et avoir beaucoup plus de réussite. Et ainsi me dire, en lançant mon building, je vais le viser plus précisément, ou je vais faire plus de dégâts, ou je vais... je sais pas, là, je vais vraiment le lancer en faisant en sorte que je vais toucher aucun civil dans la zone. C'est assez, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et parlant de zone, justement, pour faire un peu une transition presque fluide, les cartes de combat sont divisées en zones. Parce que, contrairement à d'autres jeux, on ne va pas utiliser une mécanique de calcul de déplacement sur des cases. Là. Donc, vous n'allez pas comme un 30 pieds qui est représenté par 6 cases. Une zone, vraiment, va correspondre à une pièce, à un toit, à une portion de terrain d'environ 30 mètres de large au maximum. Ça peut aussi être plus petit. Ou que ça peut être aussi plus grand. C'est vraiment à personnaliser selon la situation, mais c'est important de mentionner que justement les personnages vont se déplacer selon des zones. C'était déjà dans le Gear Zero Engine, on l'a vu dans d'autres jeux comme Mutant Gear Zero qui fonctionnait aussi justement avec des zones, mais là la twist, la petite particularité, c'est que on est dans un contexte un peu différent, on est des super-héros, il se passe plein de choses en même temps, et plusieurs pouvoirs, véhicules ou objets peuvent permettre, en quelque sorte, un mouvement vertical. Et les personnages peuvent se déplacer ainsi à travers un bâtiment jusqu'au toit. Alors, il y a un calcul de zones, mais en altitude. Donc, il y a 3 zones d'altitude. Il y a élevé, qui est sur un toit ou en vol à une hauteur similaire. Et cette zone-là, vous êtes considéré comme étant dans la même zone. Même si vous êtes vraiment très loin l'un à l'autre, si vous êtes dans le secteur élevé, vous êtes dans la même zone. Au-dessus de ça, il y a dans le ciel, donc au-dessus des nuages et hors de vue depuis le sol. Et vous êtes retiré de la carte d'action, de la carte de combat. Vous n'êtes pas considéré comme étant vraiment dans la même zone que les personnages qui se battent au sol. Vous êtes ailleurs, là, ça se passe à un autre niveau. Et finalement, il y a en orbite. Si vous avez la possibilité, la capacité, votre personnage a une combinaison qui lui permet de survivre dans l'espace ou il peut vraiment tout simplement vivre dans le vide de l'espace, eh bien, des personnages sont également aussi retirés de la carte de combat et sont considérés comme étant dans la même zone, c'est-à-dire la zone de être en orbite. Donc, il y a 3 niveaux on va dire en hauteur et différents niveaux au niveau du sol. Et ça, je trouve ça quand même très cool. C'est très simple aussi également. C'est vraiment pas compliqué. Ils se sont pas cassés la tête sur la manière de faire fonctionner les zones en altitude, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait vraiment l'idée d'une mécanique en 3 dimensions, parce que c'est important dans le contexte d'un jeu de rôle de super-héros d'avoir des personnages qui peuvent justement se déplacer en hauteur et d'autres personnages qui vont naturellement se déplacer vraiment à l'horizontale, mais qu'il y a quand même une certaine logique entre les zones qui sont justement en altitude, alors que le premier niveau d'altitude peut quand même interagir avec ceux qui sont sur les zones au sol, mais que plus haut que ça commence à être un peu plus difficile d'avoir des interactions directes un personnage avec un autre. C'est vraiment juste un petit quelque chose qui, au final, c'est pas vraiment compliqué, mais il fallait juste y penser et le rajouter dans la mécanique de base pour y trouver tout son sens. Et moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très, très cool. Ensuite, au-delà des différentes zones, des combats, j'ai gardé le kit d'initiation ouvert pas loin de moi afin de pouvoir un peu me donner une idée de ce que je voulais aborder avec vous. Il y avait quand même, je voulais vraiment parler au moins des actions, parce que c'est très important dans le contexte du jeu, les actions dans un combat que vous pouvez accomplir, mais je ne veux pas passer de long en large l'ensemble des actions possibles, parce qu'il y en a qui sont très classiques, il y en a qui sont très,
qui vont de soi, là. On sait qu'est-ce que ça fait de voir lancer un rayon ou de vouloir se déplacer d'une zone adjacente à une autre ou de vouloir tout simplement prendre un item sur le sol. Mais c'est quand même pertinent de mentionner qu'il existe deux types d'actions, soit des actions complètes et des actions rapides. Vous pouvez, à un round, en fait, vous pouvez soit effectuer une action complète et une action rapide ou bien deux actions rapides. Vous pourrez réaliser vos actions dans l'ordre que vous souhaitez. Il s'agit souvent d'une attaque, l'utilisation d'un pouvoir, mais ça peut être toute autre chose que vous pourriez raisonnablement accomplir en moins de 10 secondes et qui requiert l'ensemble de votre attention. Ça va généralement demander un jet de caractéristiques, mais pas nécessairement. C'est juste pour mentionner, par exemple, tirer du laser, ça va demander un jet d'agilité. Les actions rapides, ce sont des actions, comme le dit le nom, des actions beaucoup plus rapides que des actions complètes et qui ne vont pas nécessairement demander des jets de caractéristiques, mais ça peut arriver. Comme par exemple, analyser une zone, ça va demander un jet d'intuition. Et les déplacements font partie des actions rapides et certaines actions rapides peuvent être aussi exécutées hors de votre tour afin d'interrompre les actions complète des adversaires. Donc, pendant votre tour, vous pouvez réserver une action rapide et l'utiliser plus tard durant le même tour en tant que, on va dire, action d'interruption, en quelque sorte. Et à la fin du tour, à la fin d'un tour de combat où tout le monde a agi, eh bien, on réinitialise l'ensemble des actions et tout le monde peut un peu reprendre où est-ce qu'il en est selon ce qu'il souhaite faire. Donc, en résumé, deux actions rapides ou une action rapide et une action complète, et on prend en considération que le déplacement rentre dans une action rapide. Et là, il y a une liste d'actions possibles. Je vous partage le visuel pour celles et ceux qui m'écoutent avec la vidéo, mais je ne vais pas passer au travers de chacune de celles-ci. Il y en a beaucoup qu'on les connaît. C'est les très classiques, tirer un rayon, ça va être avec agilité, devoir, on va dire, persuader quelqu'un, ça va être la présence, etc., etc. Mais je veux quand même mettre en lumière celles qui, selon moi, sortent du lot et qui viennent encourager l'ambiance vraiment super-héroïque ou même l'ambiance très, disons-le, invincible. Il y en a surtout une, en fait, une en particulier, une action qui est possiblement l'action que vous allez faire le plus souvent dans un combat, et c'est l'action Slugfest, baston. Et cette action-là est tellement commune, et elle est tellement, on va dire, présente dans tout combat, que elle-même se divise en plusieurs sous-actions que vous pouvez, selon les circonstances, enclencher. Slugfest, c'est vraiment comme le classique, on se tape dans la face. Vous frappez votre adversaire à main nue avec une arme au corps à corps et celui-ci peut faire la même chose de son côté. C'est vraiment le combat de base. Et d'ailleurs, à ce propos, je veux comme juste faire peut-être une petite parenthèse à ce point-là pour le mentionner. Les gens qui connaissent peut-être un peu moins Invincible, ça demeure que c'est quelque chose. C'est un show et un comique qui est très mature. C'est très violent. Il y a beaucoup de membres arrachés, des têtes écrasées, des gens qui se font éclater la face sur le sol, qui se font déchirer en deux. Il y a énormément de splash de sang sur les murs. C'est un peu le running gag du show un peu. Et ils utilisent justement le concept du slugfest pour représenter cet aspect-là très violent. Parce que le slugfest, ben c'est ça. C'est un amoncellement de coups et complètement de claques dans la face et de bras et de jambes qui s'arrachent. C'est très dangereux. Et votre personnage pourrait éventuellement se faire déchirer en deux par un personnage beaucoup plus fort que lui. Et lorsque vous accomplissez en fait un slugfest, c'est un jet d'attaque classique. Et si vous avez en fait plus qu'une réussite, eh bien il y a des acrobaties, des stunts que vous pouvez faire avec les réussites supplémentaires, que ce soit faire des dégâts de plus, que ce soit pousser votre adversaire dans une autre zone afin de protéger peut-être les civils qui se trouvent dans la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Il y a aussi une version du slugfest qui est un peu en réaction. Si vous-même vous êtes sujet à un slugfest, si quelqu'un vous attaque, eh bien, vous pouvez bloquer. Si vous reste une action rapide, vous pouvez dépenser votre action rapide pour bloquer un slugfest et ça pourrait vous permettre vous-même de, éventuellement, faire des dégâts à votre adversaire ou de complètement annuler même les dégâts que vous êtes en train de recevoir. Et même au-delà de ça, il y a d'autres sous-actions, en fait, du slugfest que je trouve quand même très cool. Il y en a une en particulier que je voulais vraiment prendre le temps de présenter. Il appelle ça un Wrecking a Zone. Dans le fond, vous pouvez vraiment décider, à part dans le contexte du slugfest que vous accomplissez, vous pouvez décider de détruire la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et là, ça, c'est comme un peu
un pile ou face, dans le sens qu'il y a comme un risque associé à ça parce que vous allez détruire la zone. S'il y a des gens dans le coin, s'il y a des gens dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, là, c'est sûr qu'ils vont être touchés par qu'est-ce qui se passe autour de vous. C'est sûr qu'ils vont recevoir une poutre sur la tête ou un mur de pierre sur eux. Mais détruire une zone, ça vous permet de faire des dégâts supplémentaires à votre adversaire et aussi également de faire des dégâts sur les zones environnantes d'où est-ce que vous vous situez. Fait que c'est quand même, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment bien pensé de se dire, OK, oui, je détruis la zone. Je vais faire ça dans mon Slugfest. Je vais tout détruire. Lever une poutre en bois, la lancer sur quelqu'un, puis faire tomber le mur afin que celui-ci s'effondre sur la personne située de l'autre côté, donc dans une zone adjacente, et ainsi faire des dégâts absolument horribles, mais possiblement aussi avoir on va dire des pertes humaines dans le lot, si on peut dire ça comme ça. Et donc ça, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup Invincible. Je trouvais que c'est très thématique super-héros. Et au-delà de ça, ben, il y a bien sûr, attraper quelqu'un, grappler quelqu'un, ça fait partie du Slugfest également, devoir le maintenir sur place. Éviter une attaque à distance, dodger, parce que vous pouvez être sujet à une attaque à distance, que ce soit un rayon laser ou autre, vous pouvez tenter de l'éviter, ça peut être une action rapide également. Et les dégâts, bien, viennent vraiment atteindre votre santé directement. Et à un certain point, vous pouvez subir des blessures critiques qui sont quand même assez graves pour refléter l'aspect très invincible, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des bras, des membres qui arrachent. Et juste pour vous donner un exemple, par exemple, j'avais la liste devant moi. On prend par exemple le numéro 9, Crack Skull. Donc vraiment, vous avez votre tête se fait écraser et vous avez -2 dés à tous vos jets de raison, intuition et présence jusqu'à ce que votre tête soit soignée. Et ça peut prendre quelques semaines. Vous êtes inconscient d'ailleurs pour le reste du combat. Si vous subissez justement un crack skull, si votre crâne se fait craquer. Et là, il y a aussi une mécanique. La dernière mécanique, un peu dans les actions que vous pouvez faire, que je trouve quand même vraiment cool, qui est dans les actions qui ne sont pas vraiment de base dans le système du Area Zero Engine, mais qui veulent un peu refléter le côté second souffle. Vous battez, vous êtes couvert de sang, vous êtes en train de vous battre contre des créatures venues d'une autre dimension qui crachent de l'acide avec leur bouche puis du feu avec leurs yeux. C'est vraiment terrible. Il y a l'action, dans le fond, en français, on pourrait l'appeler rallier, rallying. Ça vous permet en fait de vous soigner, de prendre un peu votre souffle, afin d'avoir une seconde tentative d'action. Si, mettons, vous sentez que vous êtes en train de perdre pied, il vous reste plus beaucoup de points de vie, tout ça, vous pouvez prendre tout votre tour pour faire un rallying, donc vraiment vous retrouver entre vous, puis aller chercher cette seconde envie de combat qui vous habite, et regagner quelques points de vie pour la suite de l'affrontement. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est thématique à l'ambiance. Ça peut être compliqué. On dirait que j'essaie de voir sur le long terme, est-ce que ça peut rallonger les combats? Ben oui et non, parce que dans un certain sens, le fait que ce soit en zone, je trouve que ça peut permettre d'avoir accès à des personnages facilement d'une zone à une autre, puis il y a toujours la possibilité d'utiliser des pouvoirs pour se déplacer vraiment facilement d'une zone à une autre. Donc, je suis comme curieux de voir en pratique. En fait, il y a beaucoup de choses, je vous dirais, que je suis curieux de voir en pratique. C'est vrai que je suis pas complètement vendu, mais je suis pas non plus refroidi. Je reste très enthousiaste à l'idée de jouer dans Invincible, mais il y a encore beaucoup de questions que je me pose sur les mécaniques en question, sur comment va se jouer le tout, parce que j'ai l'impression que ça peut être assez compliqué de devoir gérer le tas de D6 que vous allez lancer, la bassine de D6 que vous allez lancer, de devoir décortiquer vos réussites afin de définir laquelle va faire quoi dans une action. Et là, c'est sûr qu'on n'a pas accès non plus à la conception de personnages, concrètement comment est-ce que les pouvoirs vont se choisir et comment est-ce qu'ils peuvent interagir en jeu lorsque vous souhaitez en fait vraiment personnaliser un personnage. Il y a tout de même des prix tirés qui sont disponibles pour le scénario de base qui dure à peu près 1 heure. Pour vrai, c'est super rapide. C'est vraiment pour se faire la main sur le fonctionnement des mécaniques, là. Et dans celui-ci, bien, on a accès quand même à des personnages préfets qui ont des caractéristiques qui sont expliquées. Je vais prendre par exemple Atom Heave, qui est un des personnages de la série, qui est comme quelqu'un qui peut manipuler la matière. Et il y a un de ses pouvoirs, un de ses powers, c'est Matter Control, donc contrôle de la matière. Vous pouvez déplacer et contrôler n'importe quel non-living physical matter, donc n'importe quelle matière physique qui est non vivante, dans votre zone ou dans une zone adjacente jusqu'à un poids de 10 tonnes. Donc c'est assez clair, c'est assez simple. Ça, je trouve que ça se comprend et ça se mécanise très facilement. Mais lorsqu'on voit par exemple à un autre de ses pouvoirs qui est transformation,
Vous pouvez, de façon permanente, transformer une matière physique non vivante jusqu'à un poids de 600 livres dans une autre matière solide non vivante. Et là, ça, je suis comme, OK, ça se comprend, ça s'explique, mais il peut y avoir plein de ramifications puis de conséquences à cette action qui ne sont pas nécessairement prises en considération dans les mécaniques de jeu. D'un côté, on a voulu simplifier ça en justement retirant toutes les compétences, en retirant beaucoup de mécaniques sous-jacentes comme la gestion des objets, à quel point est-ce que les objets peuvent se briser ou non, l'équipement que vous avez sur vous. Mais de l'autre, ils ont quand même voulu, on dirait, le fait de pouvoir lancer un paquet de D6 va quand même, selon moi, pas nécessairement complexifier, mais ralentir un peu le déroulement d'un combat. Mais ça reste à voir en pratique. Ça reste à voir en pratique. On ne le sait pas encore. Pour vrai, il manque beaucoup d'informations. Mais je souhaitais quand même prendre le temps de vous présenter un peu ce qu'il en était. Et chaque personnage qui sont expliqués dans le kit d'initiation a vraiment ses pouvoirs qui sont décrits. Ça permet d'avoir un peu un avant-goût de ce que ça ressemble. C'est encore une fois, Atom Eve peut voler, ce qui lui permet de voler de 2 zones, vraiment tout le temps. Vous pouvez tout le temps voler de 2 zones au lieu de vous déplacer seulement d'une zone à une autre. Et juste pour ça, je trouve que ça aussi, c'est très clair. Pour l'instant, la feuille de personnage, je la trouve vraiment pas très belle. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont la finale, à quoi ça va ressembler. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Beaucoup de dés à lancer. Certaines choses simplifiées dans le système de base. Okay. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Beaucoup de dés à lancer. Des éléments qui ont été simplifiés dans les mécaniques du Gear Zero Engine, au profit d'avoir un paquet justement de dés qui vont créer des effets supplémentaires selon le type d'action que vous souhaitez entreprendre. Pour l'instant, une création de personnage qui demeure assez nébuleuse et aussi l'explication des pouvoirs de façon large aussi qui demeure assez nébuleux. Mais j'ai l'impression qu'ils vont, selon moi du moins, en voyant un peu comment est-ce que Atom Eve est construite, j'ai l'impression qu'ils vont rester assez nébuleux sur les limites ou les capacités ou on va dire la fonction mécanique de certains pouvoirs afin de justement favoriser une certaine fluidité en jeu. Mais pour ça, ça reste à voir, ça reste à tester. Et c'est sûr que je vais le tester. C'est sûr que je vais le tester parce que j'aime ça les super-héros. J'aime ça Invincible, c'est bon. Et j'aime beaucoup le Gear Zero Engine. Donc pour ma part, je demeure enthousiaste. Je demeure prêt à me lancer dans l'aventure, à explorer le monde d'Invincible, mais aussi de créer mes propres histoires dans ce monde-là sans que ça ait un lien avec Mark Grayson. Parce que ça reste que l'univers aussi est très ouvert. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire. Des belles nouveautés aussi, des belles idées dans les mécaniques du Gear Zero Engine, que ce soit les mouvements verticaux et autres. Mais on va tester le tout et on va revenir là-dessus. C'est sûr et certain que je vais faire une autre vidéo sur le jeu complet lorsqu'il va être disponible. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous connaissiez Invincible? Est-ce que vous êtes intéressé par le jeu de rôle d'Invincible? Est-ce que vous avez lu déjà le Quick Start, vos jeux de super-héros préférés? Il y en a plein, tu sais, Savage World, justement Hexagon Universe, The Brigade Chimérique, Marvel Cinematic Universe, le dernier aussi, les vieux jeux de Marvel, DC aussi avaient sorti des jeux dans le temps. Il y en a tellement, il y en a, tu sais, Mask New Generation, il y en a une pléthore. Et je serais curieux de savoir, vous, c'est quoi votre juste milieu, votre juste milieu parfait en matière de règles pour un jeu de rôle de super-héros. Dites-moi tout, je vais vous lire, je vais vous répondre. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, peut-être moins super-héroïque, mais tout aussi plaisant. Au revoir.